délai de la transition ne devait même pas être discuté aux assises. Effectivement, si vous prenez les thématiques, je pense qu'il y en avait 13, il n'y a pas une seule ligne sur le délai de la transition. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat de la transition, des assises, pardon, ça a été la prorogation de la transition. C'est la seule chose qu'on a retenue. Et c'est ce qui a mis les feux aux poudres quand on est allé dire à la CEDEAO que le peuple malien a décidé 5 ans de transition. C'est ça qui a irrité nos partenaires. Et il y avait, excusez-moi, il y a de quoi. Parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas participé aux assises, mais j'ai suivi ça. Je n'ai pas vu une proposition de 5 ans avec un chronogramme fait par les assises. On a dit de voir une durée de 6 à 5 ans. C'est ce que j'ai entendu dans les résumés. Mais si on part à la CEDEAO pour leur dire, voilà, 5 ans, ils ont pris ça comme ils l'ont pris, comme une provocation, ils ont réagi en conséquence. Okay. Mais ce que moi je vais ajouter, on en veut à la CEDEAO, je veux bien, mais vous croyez que c'est nous seulement qui souffrons des conséquences de ces sanctions? Mais l'économie ivoirienne va en souffrir, l'économie sénégalaise va en souffrir. Vous pensez que leurs chefs d'État sont des irresponsables qui ne savent pas que leur économie en souffre, que leur peuple va en souffrir aussi? Vous pensez qu'ils n'ont pas conscience de ce que nous souffrons au Mali? C'est pour ça qu'ils ont mis tout ce temps avant d'arriver à ces sanctions. Okay. Quand les premières sanctions sont tombées... Mais est-ce que nous, nos autorités, ont en pleine mesure, c'est-à-dire conscience, c'est-à-dire... J'espère bien. Puisque vous dites que les voisins savent... que, oui, mais nous-mêmes, je pense qu'on en a conscience, puisque j'entends dire que nous sommes des frères au sein de la CEDEAO, que nous sommes des parents, que c'est une brouille passagère. C'est ce que j'ai entendu. Le dialogue n'est pas rompu. Voilà, donc j'espère que le dialogue n'est pas rompu. C'est ce que moi je souhaite. Je souhaite qu'on dialogue avec nos partenaires, parce qu'on ne peut pas se passer de la CEDEAO. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de stratégie possible à court, à long terme pour sauver notre économie, indépendamment des économies de la sous-région et de l'économie mondiale. Okay. Parce qu'au-delà de la sous-région, la BCEAO, ça participe de l'économie mondiale. Voilà, donc si on a conscience des difficultés, je pense qu'il est temps, il est grand temps. Avant de parler des questions de diplomatie, mais pour l'argument que les autorités de la transition évoquent le plus souvent, c'est que le contexte sécuritaire ne s'y prête pas pour faire des élections, des très bonnes élections. Vous avez organisé vous-même des élections. Est-ce que vous pensez que cet argument tient la route? Mais s'il tenait la route, on n'aurait pas été sanctionné. Ça ne tient pas la route pour une simple raison. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ceux qui font là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne vais pas rappeler les propos des politiques qui sont aujourd'hui aux affaires, qui ont dit que la place des militaires, c'est au front. Vous avez entendu ça combien de fois avant le 24 mai? Il faut que les militaires aillent au front. C'est leur place là-bas. C'est pas à Klouba, c'est pas dans les bureaux climatisés. C'est pas moi, je ne l'ai jamais dit. Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Donc, comment voulez-vous que ceux qui sont chargés, c'est le bon sens de la sécurité face de la politique? Ça ne peut pas marcher. Le pouvoir politique, il est issu des urnes, il est conféré par des élections, par le peuple, à des citoyens politiques, et qui ont comme boulot de diriger le pays. Et ils doivent, eux, définir les politiques avec les militaires, leur donner les instructions nécessaires pour qu'ils assurent la sécurité. Ce n'est pas l'inverse. Donc il ne faut pas renverser les choses. Il faut un pouvoir politique élu qui va donner les moyens et les instructions nécessaires au pouvoir militaire pour assurer la sécurité. Ce n'est pas l'inverse. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que la communauté internationale raisonne. Sauf qu'on a comme aussi l'impression que le peuple malien aussi n'est pas tellement pressé pour aller à des élections tout de suite. Écoutez, ça c'est vous qui le dites. Vous savez, le peuple, c'est un concept qu'on utilise, qui est très facile. C'est élastique. Excusez-moi, on met ce qu'on veut là-dedans. Qui est le peuple? Quel peuple vous l'a dit? Le peuple qui vous disait avant-hier qu'il faut aller aux élections? C'est les mêmes qui ont dit qu'il faut aller aux... Ce n'est pas tellement le cadre. Remémorez-vous des discours et des propos de certains hommes politiques qui ont dit qu'il faut respecter le 27. Ce n'est pas le cadre. D'autres l'ont dit. C'était avant la rectification. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent nous dire qu'il faut 5 ans. Non, mais attendez. Il n'y a pas quelques jours, vous dites qu'il faut faire les élections. Maintenant, vous dites le mal, c'est justement parce qu'on fait les élections qu'il y a le mal. Mais non, attendez. Okay. D'accord, maître, avant d'aborder toujours les questions de diplomatie, de relations internationales, vous êtes, avocat, et donc la question des libertés aujourd'hui, la question des libertés
le regard sur l'action de la justice, sous cette transition. Quel est votre regard, justement? Vous savez, moi, je n'aime pas parler trop de la justice, parce que j'en fais partie. Je suis un acteur, un auxiliaire de justice. Je sais que la justice, j'ai été ministre de la justice, même si c'est quelques jours. C'est un sujet extrêmement délicat. C'est le pilier de la démocratie, la justice. Donc moi, je ne vais jamais ni instrumentaliser la justice, ni dire des choses d'un point de vue politique pour décrédibiliser la justice. Je sais que l'exercice est difficile, n'est pas facile. Donc au quotidien, nous devrons nous battre tous pour préserver les libertés, pour préserver la démocratie. Pour ce qui me concerne, je ne faillirai jamais à ça. Mais qu'on ne compte pas sur moi pour dire que la justice de mon pays est la pire du monde. Ce n'est pas vrai. La justice, vous connaissez la formule de Pascal. Hein, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce n'est jamais évident. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je pense qu'on ne devrait pas trop transporter la politique sur le terrain judiciaire. Les magistrats ont suffisamment leur tâche est suffisamment délicate. D'accord. Oui, question de diplomatie. Hein. Aujourd'hui, c'est une brouille diplomatique pratiquement entre le Mali et son partenaire, la France, suite à des propos tenus par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le Mali qui est monté au créneau en renvoyant, en expressant l'ambassadeur de France à Bamako. Quelle réaction faites-vous de cette dernière actualité? Bon, je vais d'abord commencer par vous dire, cher ami, que je ne suis pas français. Que ça soit clair pour tout le monde, je n'ai qu'une nationalité. On ne l'a pas dit aussi. Non, je ne parle pas de vous. Okay, je ne parle pas de vous. D'accord. Oui. Donc, je vais dire ce que je vais dire là, ce n'est pas en tant que double national. Je ne suis pas français. Je n'ai aucun intérêt particulier français. Donc, que cela étant clarifié, je pense que ces incidents diplomatiques sont absolument inutiles dans un contexte comme ça. On a dit que le ministre français a eu des propos outrageux. Moi, je veux bien. Il a dit quoi? Soyons concrets, quoi. Il a dit quoi? Il a dit, je cite, cette gente illégitime qui prend des décisions ou des mesures irresponsables. Voilà. Alors, décortiquons en 200. Autorité illégitime. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères le premier qui a tenu ces propos-là? Vous vous souvenez des gens qui ont dit que le CNT était illégal et illégitime, qui ont même fait un procès pour ça? Ils ont dit que le gouvernement était composé à 20 personnes sur 25 étaient des militaires ou leurs membres, que le Premier ministre avait été désigné par le militaire, que c'était un pouvoir illégitime et illégal. J'ai entendu ces propos-là même en Bambara. On a repris les autorités illégales et illégitimes, on les a repris dans un discours en Bambara, dans ces termes-là, sans litote. Si un Français répète ça, c'est une analyse politique, ce n'est pas une insulte. Le ministre a dit dans son communiqué que c'était des propos outrageux. Pour moi, ce n'est pas outrageux. Deuxièmement, il a dit que vous avez pris des mesures irresponsables. C'était quoi? C'était le renvoi des troupes danoises. C'était un jugement politique. Moi, demain, si la France avait réagi en renvoyant notre ambassadeur, ou comme l'extrême droite française est en train de le demander à l'unanimité, renvoyer les Maliens, et fermer l'ambassade du Mali, arrêter les flux monétaires vers le Mali, j'aurais dit que c'était des mesures irresponsables. En tant que Malien, je l'aurais dit, je me serais permis de le dire. Et je n'aurais insulté personne. Bon, maintenant, si notre ministre a estimé que c'était une insulte, il y a bien, c'est les Maliens qui ont commencé ces injures-là. Moi, je ne trouve pas que ça a été une insulte. Quel Malien? Parce que vous dites les Maliens cher ami, ce soir. Vous êtes un homme de presse. Vous êtes un homme de presse, j'en appelle à votre mémoire. Moi, je n'aimerais personne qui se reconnaîtra et qui a tenu ces propos. Donc pour vous, ce sont les Maliens en premier qui ont insulté, c'est ça? Mais si c'est des injures, le fait de dire que l'autorité est illégitime, si c'est une injure, pour moi, ce n'est pas une injure, c'est une analyse politique. En 2012, nous avons frontalement lutté contre la junte qui était là. Cette fois-ci, on a eu une autre posture, on a dit on va accompagner la transition. On l'a reconnu. Dès le début, nous, on n'a jamais dit que les autorités de la transition étaient illégitimes ni illégales.
Mais j'ai dit que, notamment parmi ceux qui aujourd'hui nous dirigent, ils ont eu à dire que ces autorités-là militaires étaient illégitimes et illégales. Vous faites Oui ou non? Au Premier ministre Choguel Kokala. Moi, je n'ai prononcé le nom de personne. C'est lui qui a dit que le CNT était illégitime et illégal. Vous venez de le dire. Moi, je n'ai nommé personne. Donc, ça veut dire que ce que j'ai dit est vrai, tout simplement. Donc, au-delà de ça, allons au-delà de ça, moi, je dis donc, des Maliens l'ont dit à ces autorités, ont eu les mêmes qualificatifs. Notre ministre des Affaires étrangères a répondu aux propos du ministre français. Il parle bien français, mais il a insulté aussi. Moi, je trouve que c'est lui qui a insulté notre ministre. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit que insulter, ce n'est pas de la grandeur. C'est une litote. Il pense bien que les Français comprennent quand même la langue de Molière. C'est une litote. Mais le ministre français n'a pas répondu à ça. Il n'a pas dit qu'il était petit ou que le Mali était un petit pays. Je n'ai pas entendu. S'il avait dit ça, j'allais riposter. Donc, ça sert à quoi cette escalade verbale-là? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez que ça aujourd'hui, ça alimente pratiquement les discussions, les échanges? Est-ce que pour vous, il faut passer à autre chose? C'est le but recherché. Vous avez bien vu. Pendant qu'on parle de l'expulsion de l'ambassadeur de France, qui vraiment, moi, ne me fait ni chaud ni froid, franchement, hein, et je pense d'ailleurs que la France a pris ça comme ça, a réagi responsablement jusqu'à présent, puisqu'on n'a pas expulsé notre ambassadeur, on n'a pas demandé de quitter. Même si ce n'est pas un ambassadeur, c'est un chargé d'affaires qui fait office d'ambassadeur. On aurait pu le prier de partir. C'est ce que l'extrême droite a demandé, mais les autorités françaises ne l'ont pas fait. Ils auraient pu arrêter les visas sur le Mali, ils n'ont pas fait. Ils auraient pu reprendre les expulsions de Maliens, ça n'a pas été fait. Arrêter les flux vers le Mali. On l'a rappelé, ça fait 12% de notre PIB. C'est quand même pas rien. Sur le plan économique, il faut voir que c'est extrêmement important. Moi, j'invite ceux qui sont en train de faire de l'anti-français, de réfléchir par deux fois, de mettre un peu bas la terre. Les relations entre États sont plus compliquées que ça. Moi, j'ai vécu en France pendant des années. Il y a des Maliens qui vivent là-bas actuellement, qui ont leur famille, qui ont leurs biens en France, et qui font vivre d'autres Maliens ici. Pensons à ça. Il y a les relations entre États, mais il y a d'autres considérations. Pour moi, la France ne saurait être un ennemi du Mali. D'ailleurs, on le dit, même les autorités le disent, il faut qu'on passe au dialogue. Mais passons au dialogue. C'était un détail, l'expulsion de l'ambassadeur français. Pour moi, c'est devenu un détail. On n'aurait pas dû arriver à cette extrémité-là. Ça ne se justifiait pas. Et aujourd'hui, ça nous apporte quoi? Dites-moi, ça nous apporte quoi? Ce n'était pas suffisant de convoquer l'ambassadeur de France, de convoquer notre propre ambassadeur. Ce n'était pas suffisant. On avait besoin de dire à l'ambassadeur de quitter dans les 72 heures. C'est une mesure spectaculaire parce qu'on va se focaliser dessus et parler de ça. Pendant ce temps, on oublie le panier de la ménagère, mais ça va nous rattraper. Demain, on va parler du panier de la ménagère. On va oublier l'ambassadeur de France. Lui, il est parti. Il a quitté notre territoire. Maintenant, nous sommes là. Faisons face à l'essentiel. Okay. Mais est-ce que je pense que c'est ça le plus important. Est-ce que le style, la méthode de ces autorités de la transition, est-ce que vous appréciez le style? Vous avez parlé tout de suite de mesures spectaculaires. Est-ce que ça vous rassure, hein? Le style vous rassure? Mais moi, je vous dis, depuis cette fameuse rectification, on a cru de bonne foi, nous, à la transition. On l'a dit depuis le début. Moi, depuis les premiers jours, malgré les images que vous avez montrées, moi, j'ai réagi tout de suite positivement. J'aurais pu prendre position et me braquer comme en 2012. Mais j'ai dit non, c'était un contexte particulier. Ce qui est arrivé en août 2020 au Mali n'est pas semblable à un coup d'État ordinaire. Donc, ressaisissons-nous. Et j'étais convaincu, moi j'étais persuadé que ces jeunes officiers allaient appeler toute la classe politique pour qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on examine les problèmes du pays et qu'on trouve les solutions. Okay. Malheureusement, après le 24 mai, ils ont fait appel à la classe politique, mais encore à une partie de la classe politique qui a sa méthode qui ne changera pas. Et c'est en ça que nous assistons aujourd'hui, l'escalade verbale, les tenues camouflées, appeler les gens. Vous avez vu les menaces sur les réseaux sociaux. Tout Malien qui va parler pour dire qu'il y a des responsables de ces sanctions-là, il faut le fusiller sur la place publique. Vous avez entendu ça? Ça nous amène au Moyen-Âge. Vous croyez que c'est ce genre de discours qui vont nous faire avancer? Pour qu'on dise on a pris les dispositions pour les 15 années à venir. Mais je veux bien mettre lesquelles?
Quelle disposition? J'ai vu un communiqué du ministre de l'économie et des finances sur les réseaux, comme vous tous, déplorant le fait que le Mali n'arrive plus à honorer ses dettes. Mais j'avais envie de lui dire, mais monsieur le Premier ministre, vous avez pas, monsieur le ministre, pardon, je pensais que vous aviez pris les dispositions pour les 15 années à venir. C'était pas la peine de mettre un message comme ça sur les réseaux sociaux. Mais ces sanctions-là, ça ne plaît à aucun Malien. Personne n'a souhaité ça. Et au contraire, quand les mesures spectaculaires, voilà, quand les sanctions sont tombées, qu'est-ce qu'on a dit? Réciprocité, on ferme nos frontières. Et moi, j'ai rigolé. Mais il y a de quoi en rigoler. On se plaint que les frontières ont été fermées par les autres, qui nous ont quand même laissé des passages. Ils ont laissé les produits essentiels, même les carburants et tout, on laisse ça. Nous, on dit non, on va fermer nos frontières. Vous pensez que c'est une réponse, ça? On va fermer nos frontières, donc pourquoi on ne l'a pas fait? Donc c'est des genres de réponses démagogiques pour faire plaisir, pour exciter les gens qui ne servent à rien, absolument rien. Absolument rien. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Pour moi, je suis peiné. Et croyez-moi, nos frères de la sous-région sont aussi peinés que nous. Moi, on parle tous, on parle avec les Ivoiriens, avec les Sénégalais. Personne ne souhaite ça. Rien que le fait que les voies soient arrêtées entre Dakar et Bamako. Combien de Maliens vont tous les week-ends à Dakar, à Abidjan? Sur le plan de la sécurité, certains Maliens disent qu'en si peu de temps, ces autorités de la transition ont reçu là où les autres régimes précédents ont échoué. Qu'il y a, une montée en puissance de l'armée malienne, c'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais j'ai dit tant mieux. J'ai dit tant mieux. Mais pour que cette montée en puissance soit totale et définitive, que ceux qui ont en charge l'armée retournent à leur charge. Ça ne fera que renforcer ça. Et qu'ils se déchargent de la chose politique. C'est tout ce qu'on demande. Et vous ne croyez pas que ça va renforcer encore l'armée si ces brillants colonels qui ont fait la moitié de leur vie au front et qui seraient censés aller au front avant même que le front ne soit ouvert, eh bien, s'ils vont au front, vous ne croyez pas que ça va renforcer encore cette montée en puissance? Moi, je salue ça. Vous savez, je veux dire aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces choses-là en l'air, ils tiennent des propos très faciles, démagogiques. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont jamais allés sur le terrain. Moi, je suis de Mopti. Je viens de Mopti la semaine dernière. J'y ai passé une semaine. Ceux qui nous disent, vous ne pouvez pas aller chez vous, même pour faire la campagne, vous ne pouvez pas. Moi, je ne suis pas de cela. Et pourtant, on sait, Dieu seul sait qu'aujourd'hui, à Mopti, ce n'est pas facile. Mais on y va. Parce que c'est notre pays et on ira de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine de nous dire qu'il y a eu des montées en puissance. On le souhaite. On ne demande que ça. La fin de ce que nos populations vivent, de ce que nous vivons dans notre chair. Donc, j'applaudis à ça. Mais il ne faut pas qu'on en fasse un argument démagogique voilà. Le ton diplomatique, on a quand même l'impression que le ton diplomatique a changé. On a comme l'impression que c'est un État jaloux de sa souveraineté. C'est l'impression au moins que les Maliens ont mettre à peau. Moi, je vous dis, c'est jaloux de la souveraineté. Ne donnez pas raison aux Occidentaux pour dire que, tu vois, vous connaissez Senghor qui l'avait dit, hein, et la raison est hélène, l'émotion est nègre. Nous sommes dans l'émotionnel. Ce n'est pas l'émotionnel. De grâce, quittons l'émotionnel. Venons à la réalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les sanctions, déjà, on commence à les sentir. Hein, on les sent. Évidemment, ceux qui ne donnent pas le prix du condiment le matin ne peuvent pas le savoir. Ceux pour lesquels l'État prend tout en charge ne peuvent pas le savoir. Mais les autres, ils savent. Mais ça, c'est parce qu'encore, il y a des couloirs ouverts. Il y a encore les produits de première nécessité qui viennent. Mais si on pousse l'excès, on pousse à l'excès nos partenaires, qu'ils prennent encore d'autres mesures, parce qu'il y a d'autres mesures possibles. Nous dépendons à combien de pourcents l'électrification du Mali? La Côte d'Ivoire nous donne quelle quantité d'électricité? Ils ne l'ont pas interrompu. Ils nous ont effacé des dettes, des milliards de dettes. La Côte d'Ivoire l'a effacé pour le Mali, pour l'électricité qu'ils nous fournissent. Demain, s'ils coupent l'électricité, on fait quoi? Donc pour vous dire que moi je sais que nos partenaires ont conscience de la situation. Ils ont conscience que le peuple malien souffre. Ils ne veulent pas aggraver cette souffrance-là. Mais qu'on comprenne aussi qu'il y a des principes et des valeurs universelles aujourd'hui que tout le monde doit respecter. On doit se plier à ça.
On ne va pas changer la démocratie pour le Mali. C'est l'inverse, c'est le Mali qui doit s'adapter à ça. La question des élections, il faut en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous avez l'impression que c'est une question qui est à l'ordre du jour et que les autorités vont certainement décider de dialoguer avec la CEDEAO, les partenaires de la CEDEAO? Je l'espère, mais forcément, de toute façon, forcément que l'élection va être à l'ordre du jour. Forcément, c'est incontournable. Il va y avoir un calendrier. Mais le calendrier, nous souhaitons qu'il soit le plus consensuel possible, que ce soit avec l'ensemble de la classe politique, qu'on reprenne le cadre de concertation des partis politiques et de l'administration, et qu'on trouve un chronogramme raisonnable pour aller aux élections. On ira de toute façon aux élections. Maître, nous allons justement aborder la rubrique questions directes, la parole aux téléspectateurs. Rubrique questions directes, rapidement. Bonjour, bonsoir, Djoliba TV. J'ai des questions pour l'invité. Maître Tapo, comment se porte le Mourema, mouvement que vous avez créé pour la refondation du Mali? La deuxième question, quelle sera la position de Maître Tapo et du Mourema après le 27 février 2022? Allez-vous toujours reconnaître les autorités actuelles ou bien il y aura un changement de position? Bonsoir, Djeliba TV. Je salue votre invité, Maître Kassoum Tapo. Et moi, c'est Daouda Silla. En tant qu'avocat, si Maître Kassim Tapo était à la place du ministre Diop, quelle serait sa réaction? Ou bien, quelle serait sa réponse au ministre des Affaires étrangères français? L'État du Mali n'est-il pas légitime après ces différentes sorties de la majeure partie du peuple à travers le pays pour soutenir la transition? Bonsoir, Monsieur le ministre. J'ai deux questions pour vous. Notre pays, le Mali, qui nous appartient tous, est aujourd'hui divisé en bons et mauvais Maliens. Votre avis sur cette assertion? Deuxième question. Des politiciens venus de nulle part et sans légitimité poussent Monsieur le Président de la transition à l'erreur fatale de rompre nos relations avec nos partenaires les plus anciens. Qu'en pensez-vous? Maître Kassoum Tapo, les questions des téléspectateurs, questions directes. Oui, merci. Bon, le Mourema est un mouvement que j'ai lancé il y a quelques mois pour la refondation du Mali, qui est basé sur un discours très simple que j'ai toujours tenu, moi. Les Maliens doivent se retrouver. Il faut que les Maliens, sans exclusif, se retrouvent, se rassemblent pour construire le pays. C'est notre pays, c'est notre bien commun, c'est la seule chose que nous avons en partage, tous les 20 millions de Maliens. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement pour changer les esprits. Quel que soit votre parti, vous pouvez y adhérer. Et on a vraiment eu beaucoup d'adhésions de la société civile à ce mouvement-là. Bon, reconnaître les autorités après le 27 mars, ce n'est pas moi qui en décide, c'est le cadre des partis politiques. On en parle, on va discuter, mais encore une fois, nous sommes ouverts au dialogue. Moi, je pense que s'il y a un calendrier électoral raisonnable, accepté par tous, il n'y a pas de raison que les autorités ne continuent pas. Seulement, moi, ce que je dis pour ma part, si on veut faire des élections justes, transparentes et crédibles, il faut au minimum un Premier ministre apolitique, il faut au minimum un gouvernement de consensus dans lequel tout le monde se retrouve. Moi, je pense qu'à partir de là, on reconnaîtra qui on doit reconnaître et on continuera, le Mali continuera. Si j'étais ministre des Affaires étrangères, je ne le suis pas, mais je pense que je parle suffisamment bien français pour répondre au ministre français, point. Moi, je n'aurais pas pris cette décision. Je pense que ce n'est pas le ministre qui a pris la décision. Okay. Expulser un ambassadeur, ce n'est pas le rôle des ministres. Bon, mais chacun a sa manière. Mais moi, j'ai dit simplement aujourd'hui, l'escalade verbale passée, mettons la balle à terre, voyons les réalités avant qu'on aille encore plus loin dans des décisions qui peuvent être vraiment irresponsables. Côté français, je veux dire, cette fois-ci.
bons et mauvais Maliens, c'est la question aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai tenu à vous dire que je suis malien et rien d'autre. Personne n'est plus malien que moi. Là, du haut de mon âge, je ne vais pas répéter mon âge à la télé. Personne n'est plus malien que moi. En tout cas, je ne considérais ça à personne. Je suis malien, 100%. Donc, mes positions politiques, il ne faut pas qu'aujourd'hui on dise parce que je prends telle position que je suis un mauvais malien. Il faut que les Maliens se retrouvent. Personne ne peut prétendre construire ce pays tout seul. Ça, c'est ma conviction. Bon, politicien venu de nulle part, j'en sais rien. Bon, un politicien, il vient toujours de quelque part. Mais j'ai dit qu'effectivement, il faut peut-être arrêter la démagogie politique, arrêter les discours creux, arrêter de se jouer la cita. Tu vois, en Bambara, comme on dit là, Kangoni Foire, des fois c'est comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on vienne à la réalité. Bon, les sanctions de la CEDEAO, on dit qu'elles sont illégales et illégitimes, pareillement. Mais la conséquence, c'est quoi? J'entends dire on va saisir les juridictions. On va saisir quelle juridiction? La CEDEAO, même les Maliens qui estiment que leurs droits sont violés, on ne peut plus saisir la CEDEAO parce qu'on est suspendu de la CEDEAO justement. Et vous voulez me dire que les décisions sont illégales, vous allez vous plaindre où? Et en plus de ça, il faut quand même dire que dans l'UMOA où est la CEDEAO, c'est que le Mali a abandonné une parcelle de souveraineté au profit de ces organismes. Donc les décisions qu'ils prennent à ce niveau-là des chefs d'État, c'est des actes de gouvernement. En droit administratif, c'est des actes insusceptibles de recours. Donc au lieu de venir dire que c'est des actes claironnés tous les jours, ils sont illégaux, illégitimes, ça changera quoi si on ne peut pas les sanctionner et les faire annuler? La solution, c'est quoi? C'est de dialoguer. Donc, allons au dialogue avant que le peuple malien ne souffre plus que ça. D'accord. Maître Kassoum Tapo, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais déjà, la question, vous avez diagnostiqué le problème, le mal, si mal il y a de la transition. Maintenant, la question, il faut toujours poser cette question, que faire pour sortir de la crise? Que faire? Moi, je pense que le président de la transition, pendant qu'il est encore temps, je l'avais dit à Mopti, justement au lancement du Morema à Mopti, j'avais dit je souhaite que l'exemple de ATT l'inspire, pour que d'autres exemples ne l'inspirent pas. Moi je pense qu'aujourd'hui, il a un tournant historique. Le Mali a un tournant historique. On n'a jamais été dans une crise aussi profonde. Bon, j'espère qu'on arrive au fond de l'abîme. Et forcément, c'est la loi de la nature, on va rebondir. Quand on arrive au fond, on remonte toujours. C'est la loi de la nature. J'espère qu'il va nous faire rebondir, appeler tous les Maliens, qu'on arrête de nous opposer les uns aux autres et qu'on parle. La refondation, les réformes, c'est pour le gouvernement élu. C'est une évidence, le monde entier le reconnaît aujourd'hui. Donc, qu'on convienne d'un calendrier électoral consensuel pour que le Mali devienne un pays normal. Si on retourne dans la normalité constitutionnelle, il y a des chances que tous les Maliens échangeant entre eux, on trouve la solution. Okay. Moi, c'est ce que je me permets de suggérer. Si vous avez des vœux pour le peuple malien, pour les téléspectateurs maliens, africains qui nous regardent ce soir, c'est quoi le message? Ben, je souhaite, c'est vrai, j'aurais dû commencer par là, présenter mes vœux d'abord à votre corporation, à tous les journalistes qui font quand même un travail fantastique. Hein. Si on parle encore du Mali, de tous ces problèmes-là, c'est un peu grâce à vous. Donc je voudrais vous transmettre vraiment tous mes vœux à l'ensemble du peuple malien, aux autorités. Moi, je ne les ai jamais qualifiés ni d'illégitimes ni d'illégales. Je leur souhaite de réussir parce que je suis malien. Leur échec est mon échec, leur réussite est ma réussite. Donc je leur souhaite de réussir pour le plus grand bien de l'ensemble des Maliens. Ok. Maître Tapo, nous allons finir avec cette note d'humour sur votre profession d'avocat. Donc je cite cette petite phrase de Michel Colissi-Dicolis. Il dit, je cite, il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Fin de citation.
Vous êtes jeune, mais vous faites déjà preuve d'une grande culture. Je vous laisse commenter. Merci, Maître Tapo. Donc, c'était un plaisir de partager cette interview avec vous. Venez quand vous voulez sur ce plateau. Merci. Si vous permettez juste un mot. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une terreur qui fait que la classe politique devient à fond. Il faut qu'on sorte de ça. Moi, je l'ai déjà dit avec un des politiques qui venait de sortir de prison, que personne ne m'empêchera de parler. Mais il faut qu'on parle, que la parole soit utile. Et le rôle de l'avocat, justement, c'est ça. Notre parole doit être utile. On ne peut pas parler, faire du blabla, ça ne sert à rien. Donc, tant que... Un message à tous les politiques aujourd'hui. Qu'on mette balle à terre. Qu'on mette balle à terre, qu'on arrête de nous stigmatiser les uns les autres, qu'on voit le Mali. Et je vous assure que si tout le monde voit que le Mali, si personne ne voit midi à sa porte, le Mali, le soleil brillera pour tout le monde au Mali. Ça, c'est ma conviction. Le soleil brillera